Et notre invité en plateau, Bruno Jaffray, bonjour. Bonjour. Et merci d'être sur France 24. Vous avez écrit de nombreux ouvrages concernant Thomas Sankara, notamment un recueil de discours, biographie aussi de Thomas Sankara, La patrie ou la mort, ça s'est paru chez L'Harmattan. Vous animez le réseau Justice pour Sankara, militant de l'association Survie. Vous voulez Alors, rajouter le livre, le recueil du discours s'appelle La liberté contre le destin, qui est extrait d'une phrase de Sankara, qui est très belle en elle-même. Ça a été publié chez Sileps. Ce que je voudrais rajouter, c'est que depuis 1 an et demi, je travaille à un documentaire avec la maison de production Temps Noir, qui va être une investigation sur l'assassinat de Sankara, puisque même si le procès est terminé, il y a encore beaucoup de zones d'ombre qui restent à élucider. Même si aujourd'hui la justice ne laisse guère de doute, elle reconnaît coupables Diène Déré, Compaoré et Kafondo. Absolument. Là, pour le coup, la justice a parlé. Oui, c'est pas que je veux dire, c'est que la question, si vous voulez, il faut bien comprendre que la question du complot international, l'enquête sur le complot international a été dissociée de l'enquête sur ce qui s'est passé dans le pays. Et donc cette enquête reste ouverte. Parce que justement, le juge, voyant qu'il y avait des témoins, d'autres témoins qui continuaient à mourir, il voulait absolument qu'on fasse le procès. Mais la manœuvre, ça a été de laisser l'enquête sur le complot international ouverte, de façon à ce que l'enquête soit poursuivie. Complot international contre qui? La Côte d'Ivoire, la France? Oui, c'est ça, la France, la Libye aussi. Alors, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais allez-y, posez des questions. Mais bon, ce sont des hypothèses largement oui, mais c'est intéressant partagées. Parce qu'on a le sentiment que voilà, la justice a parlé, qu'on arrive à un épilogue, mais finalement, il reste des implications potentielles. Voilà, c'est ça. Il faut préciser que le coup d'État a été dirigé par Blaise Compaoré et Diène Déré sur place, qu'il n'y avait que des militaires burkinabés, etc., etc. Mais il y a eu toute une préparation, tout un contexte politique, effectivement des choses sur lesquelles il reste à élucider. Il n'y a pas, en tout cas pour ce qui compte de la France, puisqu'on est en France, on ne va pas parler de la Libye, ça serait long. Il y a de plus en plus de témoignages qui évoquent l'implication de Kadhafi. Pour ce qui est de la France, la question essentielle, c'est celle du secret défense. Emmanuel Macron a promis que tous les documents secret défense seraient déclassifiés et fournis à la justice burkinabé. Or là, je peux vous affirmer que cette promesse n'a pas été tenue. Il y a quelques documents déclassifiés qui sont apparus, mais pour l'essentiel, ils viennent des archives diplomatiques que moi-même j'ai pu consulter. J'ai passé un mois et demi aux archives diplomatiques. Les documents secret défense n'ont pas été fournis. Et pour preuve, nous avons demandé, notre réseau, le réseau international, que l'on fournisse les documents issus du cabinet de François Mitterrand, qui était président, et de Jacques Chirac, qui était Premier ministre, dans lequel se trouvait Jacques Faucard, qui était travaillé pour Jacques Chirac. Le monsieur Afrique. Voilà, sur lequel, dans les archives diplomatiques, il y a quelques éléments, mais il n'y a pas du tout un aspect général de son activité à ce moment-là. Et je peux même vous dire que, apparemment, d'après ce que je sais de monsieur Jean-Pierre Batte, qui est le spécialiste de ces archives de cette période ne sont pas connus. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler et je pense qu'il ne les a pas, ou en tout cas, il n'en a jamais parlé dans ses livres. Donc, vous voyez qu'il y a plein de choses à faire. Sur Mitterrand, juste après, on va pas peut-être parler du procès en lui-même. On entendait dans les archives dire que Thomas Sankara était un homme gênant, même s'il disait avec un peu d'humour. Mais c'est quoi, en fait, sa liberté de parole, liberté de ton, gêner Mitterrand? En tout cas, j'ai vu que vous avez passé ce matin le discours... l'échange entre Mitterrand et Sankara, qui est quand même un affront pour un président. Cela dit, c'est pas la chose la plus grave qui est faite, parce que si on regarde l'intégrale, on voit que Mitterrand s'en sort bien. Il est certes un affront, mais il prend ce comté impérialiste, c'est quelqu'un d'intelligent, il le caresse un petit peu, voilà, et puis bon, il s'en sort bien. La chose la plus importante concernant la France, c'est la question de la Nouvelle-Calédonie. Pour la France, et on voit aujourd'hui ce qui s'est passé sur la Nouvelle-Calédonie il y a quelque temps, on a empêché finalement les Calédoniens de voter, puisqu'ils avaient beaucoup d'arguments pour demander simplement que le vote soit repoussé de 6 mois, et on a donc un référendum dans lequel ils n'ont pas participé. Donc c'est question d'essentiel. Et vous imaginez à l'époque un pays africain qui demande à ce qu'une ancienne colonie, qui demande à ce que la Nouvelle-Calédonie soit inscrite dans la liste des pays à décoloniser. C'est quelque chose de peut-être plus important qu'une parole
public de Thomas Sankara qui constitue un affront. C'est un acte politique fort d'indépendance que la France ne pouvait pas accepter. D'ailleurs, dans les archives, il y a une lettre de Chirac qui explique qu'il faut diminuer l'aide, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Et justement, Bruno Jaffré, les discours de Thomas Sankara, discours anticolonialistes, on a le sentiment que ces discours refont surface aujourd'hui quand on voit à quel point l'image de la France est vraiment mal en point en Afrique et notamment dans le Sahel. Alors effectivement, il y a tout un retour. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui de parler de non, mais sur l'image de Thomas Sankara. Alors sur l'image, ce que je peux vous dire, c'est un héritage. Oui, et ça reste aujourd'hui encore très vif. Ce que je voulais vous dire simplement, c'est que on découvre pratiquement tous les 6 mois des nouveaux discours. Par exemple, sur le site thomasankara.net que j'anime, il y a par exemple, on a mis en ligne récemment le discours qu'il a prononcé devant la CEAO, Comité économique de l'Afrique de l'Ouest, où il prend en main la CEAO et il va dire qu'il va faire du nettoyage. Et au même moment, il prenait deux anciens hauts cadres de la CEAO, il les emmenait avec lui pour les juger à Ouagadougou pour détournement de fonds. Donc ça, ce sont les jeunes burkinabés peuvent vous sortir des dizaines de faits de cette chose-là. Ce qu'il faut retenir de mon point de vue, c'est le caractère historique de ce procès. Et Sankara, c'est... pour ma part, ce que je considère que c'est le dernier révolutionnaire africain et c'est la personnalité la plus importante de la fin du XXe siècle. Parce qu'aujourd'hui, le rayonnement de Thomas Sankara sort largement de l'Afrique. Les altermondialistes, ils ont pris le 15 octobre, la date de son assassinat, comme date pour organiser la lutte contre la dette. 34 ans après les faits, il aura fallu attendre 34 ans pour que justice soit rendue. Comment vous l'expliquez ? Alors, il y a les entraves, il y a eu beaucoup d'entraves au Burkina. Politique ? Oui, politique. D'abord, ça a commencé au Burkina, c'est-à-dire que la famille, avec les avocats, ont déposé une requête. Elle a été bottée en touche par la justice civile. Elle est passée à la justice militaire. Il fallait que le juge militaire signe une requête pour que l'enquête commence. Ça n'a jamais été fait. Il y a eu ensuite l'intervention auprès du Comité des droits de l'homme de l'ONU. En 2006, je vais pas vous citer les détails, mais en 2006, le Comité des droits de l'homme demande à ce que... Il ne le demande pas officiellement, mais il dit que c'est normal qu'il y ait une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. En 2008, il dit ce qui s'est passé entre les deux, c'est qu'il y a eu un certificat de décès qui a été signé, qui a été changé, parce qu'il y avait marqué mort naturelle. Et en fait, l'enquête n'a jamais eu lieu. Et les gens disent, et les gens du Comité des droits de l'homme de l'ONU disent qu'on n'a pas formellement demandé une enquête. Mais ça bloquait parce que Compaoré était au pouvoir ? Alors, mon hypothèse, ce qui n'est que la mienne, c'est qu'on était en France, en tout cas. Vous savez que la France a des lobby important à l'ONU, elle a beaucoup de gens qui sont là-bas. On en était à l'époque où on était en train de propulser Blaise Compaoré comme un homme de paix. Il y avait une campagne en France avec des gens comme Guy Pen, qui était proche de François Mitterrand, qui demandait à ce qu'il ait le prix Nobel de la paix. Et il était en train d'organiser un sommet des étoiles grandiose, etc. On a réussi, je pense qu'on y est pour quelque chose qui a été abandonné parce que on a accélérer notre campagne et ils ont été abandonnés. Ensuite, vous avez l'exfiltration de Blaise Compaoré, qui est une façon par la France après 2014, 2014, qui est une façon de le soustraire à la justice de son pays. Et qui est en exil en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, après, il y a des campagnes de fausses informations. Dire que le fait qu'il soit ivoirien ne peut pas être extradé, c'est faux. C'est une campagne qui a été lancée sans doute. C'est ce que dit son avocat. Oui. Oui, je sais, c'est faux parce que moi, je l'ai vérifié à la justice burkinabé. De même qu'il y avait encore un autre, le fait qu'il soit ivoirien, ou alors le fait, j'ai même entendu ces avocats dire qu'il n'y avait pas de mandat international pour l'exfiltrer. Ils confondaient avec un autre mandat concernant autre chose, si vous voulez. Vous voyez, donc il y a plein de choses. Son refus de comparaître, son refus de revenir à Ouagadougou pour participer à ce procès historique. Certains y voient un aveu de culpabilité. Bon, il est lâche. Jeune Afrique a dit qu'il n'avait plus toute sa tête, etc. Donc la question devrait se poser un petit peu plus tôt. Mais en tout cas, il le paye cher. Parce qu'en fait, j'ai discuté pas mal avec des Burkinabés récemment. En fait, Roch-Marc Christian Kaboré a fait l'ancien président qui est aujourd'hui déchu. Oui. Vous bougez mes trous. Donc, faisait négocier avec lui pour qu'il vienne assister au procès.
Ils avaient commencé à reconstruire son palais à Zignaré, sa ville natale. Ils avaient commencé à le reconstruire en espérant qu'il allait venir au procès. Il aurait eu sa peine et on l'aurait parce que Roch Kaboré avait promis pendant la campagne électorale que Blaise Compaoré rentrerait la tête haute. Or là, son avocat lui a conseillé de ne pas rentrer, monsieur Pierre-Olivier Sûr. La peine même à perpétuité, elle étonne tout le monde. Il a à perpétuité parce que c'est quelqu'un qui a fui sa justice. C'est lui, il a fui la justice, il a refusé de s'expliquer, et tout le monde. Et bon, les gens disent c'est un lâche en fait.